Rilma est un homme d'âge moyen, solitaire, coincé dans un emploi sans avenir avec des collègues exécrables et un patron encore pire. Un matin, il se réveille pour se retrouver dans un lieu étrange, assis en face de 3 dieux inconnus. Ils lui annoncent qu'il est mort et qu'il se trouve maintenant au paradis. Rilma n'est cependant pas surpris, car il savait que le stress de son travail finirait par le tuer. Il se rappelle toutes les fois où son patron a cassé des bouteilles de bière sur sa tête et suppose que c'est ce qui l'a finalement tué. Mais les dieux le corrigent en lui révélant qu'il est en réalité mort en tombant accidentellement de son lit. Cette révélation le dévaste, car il ne s'attendait jamais à mourir d'une manière aussi pathétique. Les 3 êtres devant lui sont des dieux d'un autre monde qui lui offrent une seconde chance de vivre dans un nouveau monde. Et dans cette nouvelle vie, il recevra la capacité d'utiliser toutes les formes de magie. Cependant, il devra vivre dans le corps d'un enfant chétif de 8 ans. Après une courte discussion, le corps de Rilma commence à briller d'une lumière dorée inquiétante et il est instantanément transporté dans le nouveau monde. Quelques instants plus tard, il se réveille allongé dans une forêt, désormais dans son nouveau petit corps. En se levant et en observant autour de lui, il accepte pleinement qu'il a été réincarné. Les dieux ont préparé un manuel pour sa nouvelle vie. Et en l'ouvrant, il est choqué de voir que toutes ses statistiques tendent vers la force brute. Cela signifie probablement qu'il a conservé la plupart de ses compétences de sa vie précédente. Rilma remarque un arbre à proximité, s'en approche et décide de tester sa nouvelle force. D'un simple coup de pied, il fend l'arbre en 2, confirmant ainsi qu'il possède bel et bien une puissance brute. À ce moment-là, il aperçoit un slime au sol et s'enthousiasme immédiatement, car c'est la première fois qu'il en voit un en vrai. Il tente de le dompter sans succès, puis consulte son manuel de magie qui fournit des instructions pour utiliser la magie de domptage. En suivant le guide, il lance le sort, ressentant la magie circuler dans son corps alors qu'un cercle bleu apparaît sous le slime. Le motif lumineux indique que le slime a été dompté avec succès et est désormais son serviteur. 3 ans plus tard, Rilma se réveille dans la maison qu'il a construite, entourée de centaines de slimes qu'il a domptés au fil des ans. Après avoir vérifié ces slimes, il se promène dans la forêt où il aperçoit un groupe de chevaliers entourant un homme blessé. Malheureusement, ils n'ont plus assez de magie pour le soigner et s'apprêtent à le ramener en ville. Avant qu'il ne puisse partir, Rilma intervient et propose son aide. Les chevaliers, ne le connaissant pas, voient l'un d'entre eux, un blond, dégainer immédiatement son épée et demander qui il estimate. En observant Rilma attentivement, il se demande ce qu'un enfant fait seul dans une si vaste forêt. Rilma leur assure qu'il n'est pas une menace et qu'il possède un remède qu'ils peuvent utiliser. Une des chevalières s'avance pour examiner le remède et après l'avoir goûté, elle confirme son authenticité. Rassurés, ils administrent la potion à l'homme blessé qui montre rapidement des signes de rétablissement, prouvant l'efficacité du remède. Après avoir remercié Rilma pour son aide, il leur propose de se reposer chez lui avant de poursuivre leur voyage le lendemain. Le chef blond accepte et, tandis qu'ils marchent, 2 chevaliers chuchotent entre eux, toujours intrigués par le fait qu'un enfant comme Rilma vive seul dans la forêt. Soudain, les chevaliers dégainent leurs épées lorsqu'une horde de slimes apparaît de nulle part. Mais avant qu'ils n'attaquent, Ryoma s'interpose devant les créatures et explique calmement qu'elles sont ses serviteurs et ne représentent aucune menace. Une fois la confusion dissipée, les chevaliers baissent leurs armes et s'excusent pour le malentendu avant de poursuivre leur chemin. Finalement, ils arrivent devant ce qui semble être un énorme rocher, apparemment une impasse. Cependant, Ryoma utilise sa magie de barrière pour révéler sa maison cachée, impressionnant visiblement les chevaliers. À l'intérieur, ils installent l'homme blessé pour qu'il se repose, mais les chevaliers remarquent vite quelque chose d'étrange. Il n'y a suffisamment de meubles que pour une seule personne, ce qui signifie que Ryoma vit seul. Ryoma arrive alors avec une caisse pleine de potions, leur disant de prendre autant qu'ils veulent, puisqu'il les fabrique à la main. Les moines sont choqués qu'un enfant comme lui puisse produire des potions, et ils l'interrogent sur son identité et ses origines. Voyant qu'il ne peut plus esquiver la question, Ryoma s'assoit avec leur chef pour se présenter correctement. Après avoir donné son nom, le chef se présente à son tour. Reinhard John Miel, l'un des ducs les plus célèbres de la région. Au moment où Ryoma réalise cela, il s'incline rapidement par respect. Ensuite, les autres chevaliers se présentent de manière plus détendue,
le remerciant pour son aide. Les présentations terminées, Reinhardt, toujours méfiant, demande comment Ryoma a appris la magie, la fabrication de potions et pourquoi il vit seul dans la forêt. Ne voulant pas révéler la vérité, Ryoma invente une histoire, prétendant que ses grands-parents lui ont enseigné ses compétences avant de décéder il y a 3 ans. Avant leur mort, il lui avait demandé d'aller vivre dans un village, mais comme il est un étranger, les villageois ne l'ont pas accepté. Pour exprimer leur gratitude, les chevaliers offrent à Ryoma une boule de cristal capable de détecter les criminels. Lorsqu'il pose sa main dessus, la boule confirme qu'il n'est pas un criminel, ce qui rassure les chevaliers. Cependant, l'un d'eux vérifie ses statistiques et est surpris de constater qu'il ne possède aucune capacité de combat, ce qui fait soupirer Ryoma de gêne avant qu'il ne se lève pour préparer le dîner. Préoccupé à l'idée de laisser Ryoma seul dans la forêt, Reinhardt consulte son équipe. Il décide de rentrer chez lui et d'en discuter avec son père pour voir s'il est possible de faire quelque chose pour Ryoma. Le lendemain matin, les chevaliers se préparent à repartir vers leur royaume. Alors qu'ils s'éloignent, Ryoma ressent une pointe de culpabilité d'avoir menti sur ses origines. 2 semaines plus tard, après avoir terminé le comptage de SS Slime, Ryoma s'allonge pour se reposer, mais il entend soudain une voix familière. Il se redresse rapidement et aperçoit les chevaliers revenant pour une nouvelle visite. En s'approchant, ses yeux se posent sur une magnifique jeune fille marchant à leur côté. À leur arrivée, Ryoma est accueilli par Reinbach, le père de Reinhardt, ainsi que par Elise, l'épouse de Reinhardt, et leur fille, Eliaria. Il le remercie d'avoir sauvé Reinhardt et ses compagnons 2 semaines auparavant. Ryoma s'incline en réponse et s'excuse de ne pas avoir de collation à offrir, mais Reinbach balaie son excuse, lui rappelant qu'ils sont venus sans prévenir. En regardant autour de lui, Reinbach est surpris par le nombre impressionnant de slime que Ryoma possède, car leur nombre a considérablement augmenté depuis la dernière visite des chevaliers, ce qui les amène à se demander comment ils peuvent tous tenir dans sa maison. Pour leur démontrer, Ryoma fusionne ses slimes en un seul gigantesque slime, laissant tout le monde stupéfait. Lorsqu'il commence à expliquer les détails de la fusion des slimes, il remarque leurs expressions ébahies, et les s'avance, impressionné, disant que personne dans leur royaume n'a jamais réussi cela. Ryoma précise alors qu'au lieu de former un contrat avec 100 slimes d'un coup, il a contracté avec chacun séparément avant de les fusionner. Cette révélation les émerveille, car il a résolu un mystère qui intriguait les dresseurs depuis des années. Elei suggère qu'il s'inscrive à la guilde des dresseurs et qu'il présente son slime géant. Mais avant d'en discuter davantage, Ryoma les invite à entrer. Une fois à l'intérieur, Reinhardt offre à Ryoma une horloge plaquée or en signe de gratitude. Ryoma l'accepte, mais réalise rapidement qu'ils ne sont pas venus jusqu'ici uniquement pour lui offrir un cadeau. Eliaria prend alors la parole et explique que sa famille vient d'une longue lignée de dresseurs et qu'elle souhaite que Ryoma l'aide à apprivoiser son premier slime. Cependant, elle ne sait pas où en trouver un. Ryoma sort une carte et indique une source d'eau où les slimes se rassemblent souvent, faisant de cet endroit le meilleur point de départ. Malgré cela, Eliaria n'est pas familière avec les différents types de slime et demande donc à Ryoma de lui enseigner tout ce qu'il sait. 1 heure plus tard, Ryoma démontre comment il utilise les slimes pour laver les vêtements, les faisant tourbillonner de manière à imiter une machine à laver. Lorsqu'il sort le tissu, il est impeccable, ce qui choque tout le monde, car la crasse de gobelin est réputée être l'une des tâches les plus tenaces. Et pourtant, les slimes de Ryoma la nettoient sans effort. Inspirée, Eliaria devient déterminée à apprivoiser un slime capable d'évoluer en nettoyeur encore meilleur. Elle demande à Ryoma de lui enseigner la méthode, mais il hésite, trouvant l'explication un peu gênante à partager avec une dame. Il rassemble alors les chevaliers pour leur expliquer, et leurs expressions confirment qu'il a bien fait. Cependant, Hughes adopte une approche plus directe. Il va voir Eliaria et les servantes et leur dit franchement qu'elles doivent prendre un bain et utiliser leur eau de bain pleine de sueur comme appât. Les filles, offensées, lui administrent aussitôt une gifle mémorable. Eliaria souhaite apprivoiser un slime, mais la méthode est plus embarrassante que prévu. Ryoma lui suggère alors de demander à un de ses gardes de s'en charger, mais elle décide de le faire elle-même, déterminée à ne dépendre de personne. Elle passe quelques minutes dans la baignoire, concentrée sur son objectif. Le lendemain, elle transporte prudemment un bol de son eau de bain et fait ses adieux à Ryoma, espérant capturer son premier slime. Le soir même, elle revient rayonnante, montrant fièrement à tout le monde le petit slime qu'elle vient d'apprivoiser.
À l'intérieur de la maison, Ryoma regarde Eliaria caresser doucement son slime, ce qui lui rappelle son tout premier slime, lent mais précieux, qu'il avait gardé et nommé Tabuchi, d'après un ancien collègue qui lui ressemblait. Alès lui demande alors quels sont ses projets. Ryoma avoue qu'il n'est pas sûr de vouloir rester ou partir ailleurs. Elle lui propose de voyager avec eux, mais il hésite, réalisant qu'il n'a pas quitté la forêt depuis longtemps. Sentant son hésitation, Eliaria partage qu'il s'agit aussi de son premier vrai voyage et que, malgré les difficultés possibles, ce sera une expérience inoubliable. Ces paroles poussent Ryoma à réfléchir au monde au-delà de la forêt, et après mûre réflexion, il accepte de les accompagner, à leur grande joie. Comme toutes ses connaissances de ce monde viennent des dieux, il croit que voyager avec eux l'aidera à comprendre le bon sens courant. Cette nuit-là, Ryoma emballe tout ce qu'il peut dans sa boîte d'objets et visite la statue des dieux pour les informer de son départ. Il promet que s'il revient un jour, il construira une autre statue ailleurs. Avant de partir, il scelle l'entrée de la grotte avec de la magie pour empêcher les intrusions. Pendant ce temps, Reimbach ouvre un portail spatial, invoquant une calèche tirée par des chevaux. Ainsi commence leur voyage. Durant les jours suivants, ils voyagent de jour et se reposent sous des tentes la nuit, rendant le trajet assez confortable pour Ryoma. Le 4e jour, ils sont pris dans une tempête de pluie exceptionnellement forte. Soudain, la calèche secoue violemment avant de s'arrêter brusquement, ce qui fait tomber Eliaria dans les bras de Ryoma, la faisant rougir juste au moment où le cocher informe Reinhardt qu'il y a un problème. En sortant, Reinhardt découvre qu'un énorme glissement de terrain bloque la route. Faire un détour ajouterait 3 jours supplémentaires au voyage, alors il propose d'utiliser la magie de la terre pour dégager le chemin. Ryoma, toujours à l'intérieur de la calèche, voit le glissement de terrain et décide d'aider. Il enfile son imperméable et sort, créant une barrière magique au-dessus de lui-même et de Reinhardt pour les protéger de la pluie. Au lieu d'utiliser une magie de terre classique, il propose une méthode plus efficace et décide de faire une démonstration. Utilisant sa technique de création de blocs, il génère plusieurs blocs de pierre que S.E. Slime place soigneusement pour renforcer la route. En peu de temps, le passage est dégagé et la tempête se calme. Reinhardt, impressionné, remercie Ryoma pour son travail rapide. Eliaria, excitée, se précipite et enlace Ryoma étroitement contre elle, l'écrasant contre sa poitrine. Il n'a presque pas le temps de réagir avant de commencer à suffoquer, et Eliaria le relâche rapidement, réalisant son erreur. Bien qu'épuisé, Ryoma ressent une profonde satisfaction d'avoir pu aider. Pendant les 3 jours suivants, le voyage se poursuit sans encombre jusqu'à leur arrivée à la ville de Jimel. Peu après s'être installé dans sa chambre, Ryoma regarde par la fenêtre, conscient que l'une des raisons principales de la venue de Reinhardt est d'évaluer quelles mines doivent rester ouvertes et lesquelles doivent être fermées. Plus tard dans la journée, il se rend à l'église avec Reinhardt et les autres, car il doit obtenir un objet appelé « plaque de statut » qui affiche les statistiques d'une personne. À l'église, un employé lui donne des instructions sur la procédure à suivre. Mais dès que Ryoma pose la plaque de statue et touche la boule de cristal, il est instantanément transporté au paradis, où il voit les 3 dieux qui l'avaient envoyé dans ce monde. En les voyant, le visage de Ryoma s'illumine d'excitation. Mais cette joie s'efface rapidement lorsqu'il se demande s'il est mort une nouvelle fois. Cependant, les dieux lui expliquent qu'il n'est pas mort, mais qu'ils ont simplement tiré son esprit de leur côté pour un moment, et qu'il retournera à son corps une fois leur conversation terminée. Ryoma se rappelle alors que les dieux lui avaient dit qu'il ne pourrait communiquer avec eux que s'il développait la compétence oracle, mais puisqu'il ne l'a jamais entraîné, il se demande comment il peut leur parler maintenant. Les dieux expliquent que, parce que Ryoma a mené une vie ascétique pendant les 3 dernières années, ils ont décidé de lui accorder la compétence oracle, lui permettant ainsi de communiquer avec eux, bien que brièvement. La déesse lui dit alors qu'il était prévu qu'il rencontre la famille ducale, mais Ryoma ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Elle poursuit en expliquant qu'une des personnes précédemment transférées depuis la Terre avait en fait épousé un ancêtre de la famille Jamil. Les dieux se souviennent bien d'elle. C'était une fille très gentille, qui avait toujours rêvé de devenir une dompteuse d'animaux. Ainsi, lorsqu'elle fut transférée dans ce monde, son souhait était d'acquérir une compétence lui permettant de dompter des créatures. Cette même femme a plus tard fondé l'école de magie de dressage et s'est même vue accorder le titre de noble. Depuis lors, les dieux ont béni individuellement les membres de la famille Jamil, mentionnant également qu'Eliaria semble avoir hérité très fortement du sang de ses ancêtres.
ce qui signifie qu'elle est susceptible de devenir une excellente dompteuse. Ce qui rend Ryoma très heureux, car il sait à quel point elle travaille dur. Cependant, les dieux informent aussi Ryoma qu'il y a eu un autre transfert dans cette branche de la famille, puisqu'ils amènent toujours au moins une personne lorsqu'ils extraient de la magie de la Terre. Et ce transfert était un otaku stéréotypé qui désirait de puissants pouvoirs magiques et les utilisait pour devenir invincible au combat. Heureusement, il était trop timide pour commettre des actes malveillants, et bien que les dieux soient ceux qui lui aient accordé ces pouvoirs, ils sont restés très inquiets jusqu'à sa mort. Comparé à lui, il trouve Ryoma bien plus calme, capable de prendre ses propres décisions et de suivre les bonnes règles, estimant ainsi qu'il n'aurait pu espérer meilleur transfert que lui. Le temps de Ryoma avec les dieux arrive à son terme, et alors qu'il commence à briller d'une inquiétante aura dorée, il leur promet de revenir bientôt à l'église pour parler à nouveau, après quoi il est transporté de retour dans son monde. Une fois revenu dans son corps, l'assistante lui demande de vérifier son panneau de statut et lui explique qu'il est d'usage de cacher tout sauf son nom et son âge, car le reste est une information privée. Après son départ, Ryoma consulte son panneau de statut et découvre qu'il a reçu des compétences quotidiennes ainsi que des compétences de combat, remarquant aussi que les dieux lui ont attribué un titre « Enfant bien-aimé des dieux ». En sortant, il est accueilli par Elyria, heureuse que tout se soit bien passé, puis Renbar s'approche rapidement de lui pour lui donner quelques conseils. Ayant remarqué que les capacités de Ryoma dépassent largement la norme pour son âge, il lui suggère de cacher sa force aux étrangers pour éviter d'être exploité et lui conseille aussi de rejoindre une guilde et d'augmenter son rang afin d'améliorer sa position, ce que Ryoma accepte volontiers. Lorsque Ryoma mentionne avec désinvolture qu'il a une capacité magique de 198 000, Elyria est légèrement surprise non seulement par la hauteur de cette capacité, mais aussi par sa capacité à utiliser correctement la magie, alors que Ryoma ne trouve cela en rien d'extraordinaire. Le majordome, percevant sa confusion, lui explique qu'une capacité magique élevée s'accompagne généralement d'effets secondaires, car les personnes ayant une capacité naturellement élevée peinent souvent à contrôler leur magie et à apprendre de nouveaux sorts, ce qui attriste un peu Elyria, car elle a approximativement le même âge que Ryoma, mais n'est pas aussi douée que lui en magie. Ryoma est choqué lorsqu'il apprend que sa capacité magique est en réalité de 200 000. Cependant, il lui dit simplement que si elle passe son temps libre à apprendre la magie, elle devrait être capable de s'améliorer par elle-même. Renbach et les autres entendent son idée et la trouvent brillante. Alors Ryoma lui propose même de lui enseigner chaque fois qu'elle le souhaite. Alors qu'Elyria lui prend la main en signe de gratitude, Ryoma reconnaît qu'il se sent bien d'être apprécié. Le lendemain, Ryoma et le groupe voyagent en carriole jusqu'à la guilde Tamir, où Ryoma doit s'inscrire. Cependant, étant donné qu'il a toujours élevé des slimes, il serait difficile pour lui de monter en grade. Ainsi, Renbach décide de l'emmener à la guilde des aventuriers, espérant qu'il pourra y augmenter son rang. Lorsque Ryoma entre dans la zone de test, il rencontre son superviseur, qui a un regard très sévère, mais qui lui explique que ce sera un test de capacité en combat. Pour le premier test, on donne à Ryoma 5 flèches et il doit viser 5 cibles fixes sans en manquer une. Dès que le test commence, il prend rapidement chaque flèche et frappe le centre de la cible, réussissant le test avec facilité. Reinhardt regarde, émerveillé, car il savait que Ryoma était habile, mais il ne réalisait pas qu'il était aussi doué. Le test suivant consiste à tirer des flèches sur des cibles mobiles. Dès que le test commence, Ryoma frappe à nouveau toutes les cibles sans en manquer une. Après avoir terminé le test, un superviseur lui lance soudainement un couteau dans une attaque surprise, mais Ryoma le rattrape, le renvoie, puis invoque un bâton en se préparant à donner un coup final. Cependant, le superviseur lui demande rapidement de s'arrêter, déclarant que le test est terminé. Impressionné, il complimente Ryoma pour sa performance avant de se présenter comme Vorgen, le maître de la guilde des aventuriers. Puisque Ryoma a réussi le test, il est emmené dans le bureau de Vorgen, où ce dernier lui remet sa carte officielle de guilde, qu'il utilisera pour accepter des missions. Ryoma commencera au rang G et progressera. Mais s'il continue sur cette lancée, Vorgen pense qu'il n'aura aucun mal à monter dans les rangs. Après cela, il suggère à Ryoma de consulter le tableau des missions pour voir quelles tâches sont disponibles pour lui. Cependant, il n'est autorisé à accepter que des missions de son rang, sauf s'il forme un groupe avec des membres prometteurs, auquel CAS, il pourrait accepter une mission de rang supérieur.
Ryoma se rend au tableau des missions et voit une variété de tâches, mais celle qui lui semble la plus appropriée pour un débutant est de nettoyer la maison d'un civil, car il croit pouvoir simplement utiliser C.E. Slime pour accomplir la tâche. Le lendemain, il emballe C.E. Slime et se prépare à partir, tandis que Reinhardt et sa famille lui souhaitent bonne chance. Peu après, il arrive à la maison et frappe à la porte. Lorsqu'elle s'ouvre, il est surpris de voir une Beastkin chat se tenir devant lui, car c'est la première fois qu'il en rencontre une. À ce moment-là, une odeur nauséabonde et épaisse emplit l'air, venant clairement de l'intérieur de la maison. La Beastkin, les yeux remplis de désespoir, prend les mains de Ryoma et lui supplie de nettoyer l'endroit. La tâche de Ryoma est de nettoyer la maison de Mia, qui est remplie de détritus. La maison est construite sur un terrain instable, et au fil du temps, un tas de déchets s'est effondré dans le sous-sol. Finalement, l'accumulation est devenue tellement massive que personne n'osait prendre en charge le travail. Malgré cela, Ryoma est convaincu qu'il peut le gérer avec l'aide de C.E. Slime. Il commence par envoyer ses slimes récupérateurs pour consommer tous les déchets dans le tas. Une fois cela fait, il se rend au sous-sol et utilise sa technique de lavage à la brume pour nettoyer les murs.